Le marché biopharmaceutique du Canada est le 10e plus gros marché au monde selon Statistique Canada. En effet, ce marché représenterait 2% des ventes mondiales. En 2004, les ventes totales des produits brevetés et non brevetés représentent 15 200 000 $ au Canada. En 2015, ces ventes représenteraient 24 600 000 $, soit une augmentation d'environ 62%. En 2005, les dépenses totales en médicaments représenteraient 23 200 000 $, soit 16% du montant total des dépenses en santé pour cette période. En 2015, ces dépenses représentent 34 800 000 $, soit 16% du montant total des dépenses en santé pour cette période. Entre 2005 et 2015, ces dépenses connaissent une hausse de 66%. Pfizer a été fondé en 1849 à New York. Le chimiste Charles Pfizer s'associa à son cousin Charles Earhart, un confiseur, pour créer Chas Pfizer & Company Inc. Leurs principaux produits sont le tartre, le borax et le camphre raffiné. Au XXe siècle, la compagnie prend de l'ampleur, notamment grâce à la fermentation de sucre en grande quantité, permettant de produire de l'acide citrique. Cet acide est utilisé pour aromatiser les aliments, les boissons gazeuses et les médicaments. La Deuxième Guerre mondiale joue aussi un rôle important pour l'expansion de Pfizer. En effet, le besoin de combattre les infections fait en sorte que Pfizer finit par produire en grande quantité de la pénicilline en 1942. À travers les années, Pfizer développe une panoplie de produits et prend l'expansion à l'international. Le groupe fait l'acquisition de plusieurs entreprises en biopharmaceutique. En 2016, le siège social de la compagnie est toujours à New York. Pfizer déclare 52,8 milliards de dollars en revenus annuels et déclare 7,2 milliards de bénéfices nets pour la même année. Depuis la fin des années 90, le recours collectif contre Pfizer et ses pratiques douteuses se multiplie un peu partout dans le monde. Certaines concernent des pratiques tarifaires qui empêchent la démocratisation de l'accessibilité aux soins. C'est le cas pour le Diflucan, utilisé pour traiter les maladies opportunistes du VIH-Sida, causées par l'immunodépression induite par la maladie. Depuis les années 2000, des pays touchés violemment par le sida, comme l'Ouganda, l'Afrique du Sud, le Nicaragua et d'autres pays pauvres d'Amérique centrale et d'Afrique, demandent une baisse considérable du prix du médicament. Même si certaines ententes ponctuelles ont été accordées par le groupe pharmaceutique, notamment avec l'Afrique du Sud, ils refusent toujours de revoir leur tarification globale pour leur marché africain. En parallèle, l'entreprise met en place des compagnies philanthropiques dans ces mêmes pays. Depuis les années 2000, beaucoup de recours collectifs concernent des effets secondaires non divulgués aux utilisateurs ni aux médecins prescrivant leurs médicaments. On peut citer plusieurs exemples à cet effet. Le Norota, antidépresseur qui augmente les pensées suicidaires. Plusieurs cas de suicide et de tentatives ont été répertoriés aux États-Unis. Pfizer a plaidé coupable en 2004 en montant du doigt l'ancien dirigeant, car la preuve a été faite que le médicament a été commercialisé malgré le fait que les états secondaires étaient connus et non stipulés sur la notice. Le FDA, Food Drugs Administration, qui valide la conformité et la non-dangerosité des produits avant leur mise en marché, est montré du doigt pour son incapacité à protéger les citoyens. Le Zoloft, médicament pour se sevrer d'une dépendance aux drogues, qui augmente les pensées suicidaires. Pfizer est accusé d'avoir minimisé les effets secondaires et exagéré les bienfaits du médicament. Les hormones Premarin et Prem+, pour lutter contre les effets indésirables de la ménopause, augmentent considérablement le risque de cancer du sein. Un recours collectif est en cours au Canada depuis 2014. Le Brexta, au sujet duquel il y a eu un recours collectif en 2008 au Québec, à cause des étourdissements, nausées et vomissements produits par le médicament. Le dépôt Provera, un contraceptif injectable, mis en cause dans une perte de densité minérale osseuse. Pfizer est aussi en procès contre le Nigeria. Le pays accuse le groupe pharmaceutique d'avoir profité d'une épidémie de méningite en 1996 pour s'être servi d'enfants comme de cobayes pour tester un antibiotique qui n'avait pas encore été approuvé aux États-Unis, et ce sans le consentement des parents. Plusieurs enfants en seraient morts, et en 2009, Pfizer conclut un marché et verse 75 millions de dollars, en partie aux familles des victimes et en partie à l'État de Keno,
dans le pays du Nigeria. Enfin, Pfizer est aussi éclaboussé par le procès du Dr Scott Rubin, accusé d'avoir produit de fausses études sur plusieurs molécules présentes dans les médicaments de Pfizer. À Montréal, le 26 septembre 2002, l'Union des consommateurs vient de déposer devant la Cour supérieure une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif au nom de tous les Québécois ayant acheté les médicaments Celebrex. Il s'agit de l'anti-inflammatoire le plus prescrit pour soulager l'arthrite. L'organisme de défense des consommateurs reproche aux fabricants d'avoir induit les membres du groupe en erreur par une publicité trompeuse basée notamment sur des informations biaisées. Le Celebrex, introduit ici en 1999, est destiné principalement aux personnes souffrant d'arthrose ou de polyarthrite rhumatoïde. Malgré son prix de vente élevé, il s'est rapidement hissé au premier rang des médicaments prescrits pour atténuer les souffrances des personnes arthritiques, notamment parce que le fabricant prétendait dans sa publicité une absence presque totale d'effets secondaires à l'estomac et à l'intestin, principal avantage face aux médicaments concurrents. En 2001, on comptait pour Celebrex plus de 3,3 millions d'ordonnances au Canada. Par ce recours collectif, l'Union des consommateurs entend démontrer que le fabricant a fait des représentations trompeuses dans sa mise en marché du médicament Celebrex, notamment en exagérant son innocuité gastro-intestinale. L'association réclame donc, au nom de tous les consommateurs visés, le remboursement de la portion non assurée du prix, de même que des dommages exemplaires de 10 millions de dollars. Au total, plusieurs dizaines de millions pourraient être en jeu. L'affaire a été révélée dans le détail par Anesthesiology News, revue du regroupement professionnel américain d'anesthésiologie. Au centre du scandale, une personnalité bien connue de cette spécialité, le Dr Scott Rubin, collaborateur du Bay State Medical Center de Springfield, accusé de s'être rendu coupable de fraude majeure dans le domaine des essais cliniques qui conditionnent les autorisations de mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques. L'affaire est d'autant plus importante que ces publications ont notamment été directement à l'origine de l'usage du Celecoxib, ou Celebrex, et de la prégabaline, ou Lyrica, deux spécialités de la multinationale Pfizer, dans le traitement des douleurs post-opératoires. Le Dr Rubin bénéficiait entre autres de financements et de différents appointements de Pfizer. Selon Anesthesiology News, une porte-parole de Pfizer a indiqué que les essais cliniques conduits par la firme pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché du Celebrex et du Lyrica par la Food and Drug Administration ne comprenaient pas les publications du Dr Rubin. Le Celebrex a nettement été approuvé par le FDA pour traiter des douleurs aiguës, notamment consécutives à une intervention chirurgicale. Comme presque toujours dans les affaires de fraude, les questions dépassent de beaucoup la seule responsabilité du fraudeur. Les agissements de l'anesthésiologiste américain jettent ainsi aujourd'hui une lumière crue sur l'ensemble du système actuellement en vigueur en matière de recherche médicale et de publication dans des revues spécialisées de réputation internationale. Le Dr Rubin est en congé maladie depuis mai 2008. Saura-t-on jamais ce qui se trame une fois la fraude découverte dans le cerveau des fraudeurs? À qui la faute? Comment une telle erreur a pu échapper aux spécialistes de contrôle et de réglementation des médicaments?